façon concomitante avec d'autres sortes de découvertes cinématographiques propres à Rohmer, telles que la manière de saisir l'intérêt pour le sens minimal d'un événement dans le monde, le fait qu'à chaque instant, comme le formule Samuel Beckett, quelque chose suit son cours, ou comme dans le Tractatus de Wittgenstein, ce n'est pas comment est le monde qui est le mystique, mais qu'il soit. Rohmer découvre la vision ou l'intérêt du cinéma dans un monde d'inconnus qui passe, chacun sur son chemin mortel individuel, et soit en étant un passant parmi d'autres, chacun élaborant un stade du destin humain. Cette vision, comme je l'appelle, est celle où il nous advient que nul d'entre nous n'a su s'être trouvé précisément en ce lieu et à cet endroit, de manière coïncidente à l'événement ou à l'avènement de chacun des autres précisément ici et maintenant. Pourtant, c'est justement cette scène de cristallisation qui est un fait immortel pour chacun de nous, chacun étant venu de cristallisations différentes et chacun allant vers des cristallisations différentes, chacun étant une partie de l'événement de chacun qui passe. Le transcendantalisme émersonien s'adresse par avance à celui de Rohmer. Dans la confiance en soi d'Emerson, je relève: accepte la place que la divine providence t'a trouvée, la société de tes contemporains, l'enchaînement des événements. Certains qui ne sont pas bien loin ont compris qu'Emerson ici parlait de manière conservatrice, comme pour ne pas, et en nous implorant de ne pas, troubler les événements. Bref, comme si ces paroles avaient été « accepte la place que la société de tes contemporains t'a trouvée », soit une place de conformité, alors même qu'Emerson remarque quelques lignes plus loin qu'une telle acceptation équivaudrait à ce que nous devenions des lâches qui fuient devant une révolution. La place que la divine providence vous a trouvée, au contraire, exactement au milieu de ses contemporains, une place qui leur est inconnue, serait cette place à partir de laquelle se tourner vers ce qu'il vous appartient de trouver. J'ajoute l'aveu que j'associe ce petit groupe de 3 enfants comme image finale du film de Rohmer, à l'image sur laquelle s'ouvrent les recherches philosophiques, image d'un enfant à laquelle je suis souvent revenu. Dans les 2 cas, je lis l'enfant, entre autres interprétations, comme le témoin de la vie de ses aînés, image des enfants comme bénéficiaires et victimes du monde peu clair que nous devons leur laisser. Le reste des recherches est alors un document qui témoigne de notre découverte des limites de notre capacité à leur venir en aide pour clarifier ce monde, quelque chose qui ne peut parfaitement se distinguer du moment où nous revenons à nous. Des bleus à l'âme. La découverte du fait que le spectacle d'un être humain en train de donner des coups à un autre avec un bâton peut, dans des circonstances appropriées, faire rire aux larmes le public, doit être à peu près aussi ancienne que l'invention de ce que nous connaissons sous le nom de théâtre. Et de plus, il est évident que, encore durant les premières décennies du siècle, qui vient de s'achever, la présentation des diverses façons dont les dieux, la nature, l'homme ou la machine peuvent faire perdre aux êtres humains tout contrôle sur leur corps ou les fonctions de leur corps a été le pain quotidien du cinéma muet. Les plus grands et les plus célèbres clowns du cinéma muet, Charlie Chaplin et Buster Keaton, faisaient des films alors que le moyen d'expression du cinéma n'avait pas 30 ans, qui, combinant le burlesque, slapstick, avec le pathos innocent de l'amour et du désir silencieux, ont atteint des sommets absolus dans certaines dimensions de l'art du cinéma. Pour moi, cela ne fait plus débat. En revanche, ce qui, je le sais, est controversé, c'est la thèse selon laquelle les comédies du remariage, dans les 2 décennies qui suivent l'avènement du parlant, sont de dignes successeurs des meilleures comédies du muet, qui portent l'art du cinéma à des sommets de réussite différents et non encore dépassés, tout en concédant dans ce livre que les acteurs des comédies du remariage ne sont pas aussi doués pour le burlesque que leurs contemporains, Laurel et Hardy, Field et les Marx Brothers. Je soutiens qu'en tant que film, les comédies du remariage sont des explorations nouvelles et fécondes de leurs moyens d'expression, alors que les clowns du parlant sont, pour ainsi dire, des visiteurs bienvenus mais tardifs de ce moyen d'expression, et que leur jeu est essentiellement un congé à leur art.
je n'ai pas soulevé dans mon livre la question suivante. Un héritage ou une version du burlesque peut-elle néanmoins, et si oui, à quel degré, jouer un rôle essentiel dans les succès de la comédie du remariage? Par exemple, lorsque le personnage d'Adam, joué par Spencer Tracy, dans Adam's Rib, Madame porte la culotte, de George Cukor, dit à sa femme Amanda, jouée par Katharine Hepburn, que dans l'affaire où chacun représente la partie adverse, elle transforme le prétoire en un théâtre de guignol. Nous devons sans aucun doute comprendre cette référence à la forme la plus familière du théâtre de marionnettes et à ses coups de bâton comme une sorte d'allusion métaphorique à la fois à l'état du mariage et à celui de la loi. Mais cela peut devenir une question. Je vais essayer d'en faire une question, savoir dans quelle mesure nous pouvons prendre au sérieux la possibilité que ce film et le genre dont il est un membre constitutif proposent que le mariage et le contexte juridique qui en fait un mariage devra parfois courir le risque de se transformer en quelque chose comme un théâtre de guignol afin de découvrir son propre avantage. Parmi les lois constitutives du genre de la comédie du remariage, il y a celle qu'une conversation s'est établie entre un couple d'amants, ce qui dans ce genre est signe que le mariage a pris effet, et a été rompu ou est menacé de sorte que le tissu du récit doit susciter entre eux un mode d'échange qui mène à la poursuite de leur communication, mode d'échange qui doit obéir à 3 conditions. Premièrement, qu'il soit spirituel, suffisamment pour établir entre eux quelque chose comme une bataille de beaux esprits. Deuxièmement, qu'ils établissent une intimité entre eux qui tende à les rendre incompréhensibles pour les autres. Troisièmement, que la conversation inclut un débat sur le mariage et qu'elle constitue une sorte d'éducation exigée par la femme qui choisit un homme dont elle est disposée à recevoir une éducation, ce qui s'avère vouloir dire un homme qui est préparé à recevoir d'elle une éducation. Il n'est pas simplement question ici de ce qu'un livre récent consacré à la comédie hollywoodienne appelle des poulettes qui jactent vite. Par exemple, les personnages joués par Lauren Bacall dans les films de Bogart réalisés par Howard Hawks, de Big Sleep, Le Grand Sommeil, 1946, et To Have and Have Not, Le Port de l'Angoisse, 1945, parlent aussi vite que leurs équivalents dans la comédie du remariage, mais les personnages de Bacall ne pourraient pas exister dans leur monde. Si l'on doit comprendre le burlesque comme intérieur aux comédies du remariage, il devra être modifié pour obéir à leurs lois, exprimer leur monde, et non pas les lois d'un monde dans lequel, par exemple, une horde de policiers à matraque poursuivent sans succès un homme qui est plus la victime que l'auteur d'un péché. Plus la victime. Dans le monde parfait du burlesque, on a peu de temps pour parler et essentiellement aucun pour la conversation, ce qui veut dire à partir du moment où Aristote considère comme essentiel à la police, à l'association politique, que ses membres puissent parler et parler ensemble, que le monde du burlesque est essentiellement pré-politique. On pourrait dire que, comme un autre grand genre cinématographique américain, le western, le burlesque muet, explore une image de l'état de nature, la condition dans laquelle on doit faire entrer le droit, ce qui maintient vivantes les questions suivantes. Comment et à quel point vaut-il la peine de nous soumettre à la société civile? Le burlesque accentue la nécessité humainement inéluctable d'agir, du corps en mouvement, de sa vulnérabilité et de son caractère d'intrus. Pourtant, le monde du burlesque existe en l'absence d'excuses et également en l'absence de tragédie, puisque personne n'y meurt. Cela rend la séparation d'autant plus poignante lorsque les raisons en sont évidemment non naturelles, ou injustes, disons, violentes. Dans un monde d'enfance, les parents et les adultes généralement, sont-ils dans un état de nature à l'égard de leurs enfants? Lorsqu'Aristote encore demande ce que veut dire le fait que seuls les êtres humains parmi les animaux sont doués de langage, et qu'il remarque que la parole nous autorise ou nous oblige à distinguer entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste, disons à juger la valeur des choses et des événements, avant tout la valeur de trouver quelque chose qui mérite d'être dit. Il souligne le fait que les mots nous lient, que nous sommes responsables les uns envers les autres, de nous rendre avant tout intelligibles, et l'ampleur de nos responsabilités devient, si elle est partiellement limitable, en tout cas indiscernable à l'avance. Ce qui est ouvert, c'est la possibilité d'une conversation de la justice,
l'avancée vers la réalisation de notre nature humaine lorsque nous entreprenons de persuader nos congénères, membres de la police du parti le plus juste à adopter. Et alors, la parole est conçue comme une adresse sérieuse et réciproque sur des sujets d'intérêt commun à tous ceux que nos paroles pourraient atteindre. Ne pas être apte à une telle conversation, c'est, d'après la formulation célèbre d'Aristote, être une bête ou un dieu. La comédie du remariage accentue, au-delà, pour ainsi dire, de la nécessité de jouer, de nous conduire, la nécessité humainement inéluctable de parler, de cette façon de révéler la signifiance. Significance. Elle répond à la question de savoir pourquoi l'homme a été doué de langage, en disant que nous sommes voués à nous confronter à autrui de façon privée, en nous choisissant mutuellement. Donc elle souligne le fait que les mots blessent tout autant qu'ils lient, et l'un en raison de l'autre. Et pourtant, dans ces récits, le caractère privé devient une allégorie des humiliations concrètes de la vie démocratique. La disposition à faire face, sans la nier, à la différence d'autrui sur un pied d'égalité. Ici, la conversation est perçue comme la disposition à des chamailleries ou des disputes sérieuses et réciproques, à prendre au sérieux les différences, tout en restant liés par la déclaration d'une vie menée l'un avec l'autre sur le même territoire, présents en principe l'un pour l'autre. Dans un mode de parole, on peut transcender les coups de bâton, mais les paroles sont en embuscade. Commençons à détailler les poussées de burlesque psychologique dans les comédies du remariage, avec un autre exemple extrait d'Adam's Rib de Cukor, où non seulement il y a littéralement une gifle de la main de Spencer Tracy sur le derrière nu de Katharine Hepburn, en apogée d'un massage qui lui donne, qui non seulement fait littéralement mal, mais qui précipite une réaction scandalisée. L'homme tente d'apaiser cet impair en disant quelque chose comme « Quoi ? Ce n'est qu'une petite tape. Tu ne comprends pas la plaisanterie ». À quoi la femme répond d'une manière inoubliable « Je sais faire la différence entre une tape et un coup ». C'était intentionnel de ta part, et, qui plus est, tu as eu le sentiment que tu en avais le droit. Tracy continue d'essayer de nier ce dont Hepburn s'est rendu compte, et de noyer son indignation dans des plaisanteries en lui demandant si elle a un radar à cet endroit-là. Mais le mal est fait, une brèche a été ouverte entre eux. Il revient à ces comédies de peser ce qui n'est pas et ce qui demeure un scandale, même si c'est plus subtil ou plus sublimé qu'un coup de bâton ou un coup de poing. Et comme un couple peut parvenir à une certaine joie, ils s'inspirent mutuellement sans nier qu'il existe entre eux une histoire souillée, pour ainsi dire, par une irréductible méchanceté masculine. 2 des 7 comédies du remariage, qui définissent le genre, selon moi, mettent en évidence de façon explicite et presque pédagogique la condition à laquelle on peut pardonner à l'homme sa souillure de méchanceté, ou pourrait l'appeler le fait qu'il vit essentiellement pour protéger son ego et être protégé par lui, c'est-à-dire à la condition qu'il soit disposé à subir lui aussi une humiliation, qu'il soit disposé à accepter de participer au revers du burlesque de l'existence humaine, en particulier de ce que Lacan appelle le fiasco de l'existence sexuelle des hommes. C'est une humiliation que souffre la victime du burlesque, le clown qui se fait battre, mais dans la comédie du remariage, cela prend la forme d'une attention ou d'une susceptibilité à la femme, d'une certaine passivité. Disons qui est la forme par laquelle l'homme revendique sa position, attendant qu'elle accepte. Je suppose que l'image la plus développée et récurrente d'un homme se prépare à subir une humiliation se trouve dans Lady Eve, un cœur pris au piège de Preston Sturges, où le personnage de Henry Fonda est mis à terre, ou fait une chute pas moins de 6 fois, et toujours en rapport avec la femme, jouée par Barbara Stanwyck. Étant donné le dessin animé du générique du film, qui représente explicitement et de façon bouffonne la pomme et le serpent du jardin d'Éden, la chute reçoit une représentation bouffonne dans le corps du film. 2 fois, la chute est provoquée par un croc en jambe de la femme qui fait trébucher l'homme comme accidentellement. Et lorsque nous la voyons bientôt qui trouve l'occasion de lui montrer sa jambe, il est clair que ce qui le fait trébucher et qui continue tout au long de ce que nous connaissons de leur relation, de le faire trébucher, de le renverser, ou comme on dit dans la boxe, de l'envoyer au tapis, et l'existence de la femme elle-même, la force qu'a pour lui sa présence sexuelle.